donc il faut montrer à l'investisseur que potentiellement votre vision et votre ambition elle va vous amener un jour à atteindre des sommets et à générer un très gros retour sur investissement. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat en direct des bureaux de Space Founders hébergés au CNES à Paris et en compagnie de Quentin Robert, le CEO de Space Founders. Quentin, bienvenue. Merci Nouma et merci de me recevoir dans le podcast aujourd'hui. Écoute, merci à toi de nous recevoir dans ces bureaux magnifiques et fraîchement rénovés. C'est un plaisir de t'avoir, notamment pour discuter bien sûr de ce qu'est Space Founders, de ton parcours et puis aussi de toute cette mouvance New Space, de toute cette mouvance de start-up à un moment où il y a une certaine incertitude. Et donc, c'est toujours intéressant de discuter avec toi, qui est un professionnel de l'investissement, sur ces sujets. Mais comme tu le sais, il y a une tradition dans ce programme et c'est d'en savoir plus sur l'invité. Alors, Quentin, quel est ton parcours ? Alors, donc, Quentin Robert, donc moi j'ai un profil commercial, j'ai fait une école de commerce, et puis ensuite j'ai commencé ma carrière en conseiller en stratégie dans un cabinet qui s'appelle Archery, qui était spécialisé dans les industries à chaque fois très souveraines et avec une dimension assez technologique. Donc j'ai travaillé dans l'industrie du transport, également dans l'énergie, et puis beaucoup dans l'aérospatiale, l'aéronautique et la défense, qui sont mes secteurs un petit peu de prédilection et de passion depuis longtemps. Et donc j'ai fait quelques années là-bas. J'ai eu ensuite la chance de rejoindre un entrepreneur qui s'appelle Charles Becbédé, que tu as d'ailleurs reçu, je crois, dans ce podcast. Et donc au début de l'aventure qui lançait à l'époque, qui était donc un fonds d'investissement qui s'appelle aujourd'hui Expansion. Et donc moi je suis arrivé au début de cette aventure-là pour l'aider à structurer le projet, à lever les premiers capitaux et surtout à les déployer dans un certain nombre de sociétés du spatial en France et en Europe. Donc c'est là où j'ai vraiment beaucoup appris de ce secteur-là, où j'ai eu la chance de rencontrer énormément d'entrepreneurs, de voir énormément de projets, de voir énormément de marchés émerger, évoluer, se structurer. Et donc, c'est véritablement le cœur aujourd'hui de mon expérience dans mon parcours professionnel, ces quelques années chez Expansion, que j'ai quitté il y a près d'un an maintenant, pour reprendre la direction donc de Space Founders, dont on va parler maintenant. Absolument. Donc, tu as un profil qui est très industriel, en tout cas très porté sur l'investissement dans l'industrie. Alors, Space Founders, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quelle est la mission de cette structure ? Donc, Space Founders, pour vous donner un peu d'historique, ça a été créé par le CNES et l'université de la Bundeswehr en Allemagne en 2021. L'objectif à l'époque, c'était vraiment de monter un programme donc européen par nature, avec cette conviction assez forte qui est que le secteur spatial et d'autant plus le New Space se doit d'être européen et avoir cette dimension européenne à la fois en termes d'investissement, d'équipe, mais aussi de clients et de marché. Et donc ça a été lancé en 2021 avec la volonté de compléter l'initiative Connect BACNES qui avait été lancée à la fin des années 2010 au service de l'innovation dans le spatial en Europe et en France. Et donc, il manquait dans tout ce panorama qu'offre Connect BACNES une brique dédiée à l'accélération. Et donc, c'était la raison d'être de Space Founders en 2021, de lancer et de conduire un programme d'accélération à destination des startups européennes. Et ça reste encore aujourd'hui notre activité historique. On accélère aujourd'hui une quinzaine de sociétés par an, des sociétés européennes, et on a eu la chance d'être rejoint en 2023 par l'agence spatiale italienne qui complète le dispositif et qui fait qu'aujourd'hui on a un vrai programme européen d'accélération pour les sociétés entre les phases de seed et de série A qui veulent accélérer justement et donc découvrir de nouveaux partenaires industriels, de nouveaux clients, de nouveaux investisseurs. Et nous, on les aide dans cette structuration-là. Et dans la structuration de leur levée de fonds et puis de leur stratégie de développement. Donc sur la base de cette vision un peu pan-européenne du tissu industriel très New Space, parce que tu parles de seed, série A, quelle est ta vision finalement de ce tissu-là ? Est-ce qu'il y a eu une progression ? Est-ce qu'il y a une européanisation des New Space ? Qu'en est-il de leur croissance et de leur développement ? Alors aujourd'hui, les sociétés du New Space ont quand même tendance à se développer d'abord dans leur pays de création, parce que c'est forcément beaucoup plus facile en termes de financement, de contacts, de relations.
Mais nous, ce qu'on leur pousse à faire très vite, une fois qu'elles atteignent une certaine taille, notamment la taille de la série A, c'est justement d'aller chercher cette européanisation. Parce que le marché aujourd'hui, il est européen, les connexions se font au niveau européen. On a dans chaque pays d'Europe différents acteurs qui sont de plus en plus crédibles, soit des acteurs historiques, soit des acteurs du New Space, justement, qui atteignent un certain niveau de maturité, qui peuvent être des partenaires, des clients pour une nouvelle société qui se lance. Donc nous, on encourage fortement nos sociétés à aller s'européaniser dès que possible. Dans le contexte international qu'on connaît, et avec des incertitudes qui définissent finalement les relations internationales et toute la géopolitique en général, est-ce que tu vois un impact justement sur ces projets New Space, sur ce développement de tissu industriel du New Space ? Clairement, il y a plusieurs impacts. Le premier impact, il est plutôt positif, qui est, comme tu l'as dit, un contexte d'incertitude et un contexte de souveraineté européenne exacerbé. Et donc ça passe par de plus en plus d'investissements dans le spatial, que ce soit au niveau national, on le voit dans les budgets, et la stratégie spatiale annoncée par le président récemment. On le voit aussi au niveau européen avec le budget de l'ESA qui est en hausse, avec le prochain plan de financement de la Commission européenne qui devrait normalement donner une très belle part aux enjeux de défense, dont les enjeux spatiaux. Donc on voit quand même une vraie tendance à l'augmentation des budgets dans un marché qui reste aujourd'hui, quoi qu'on en dise, encore très drivé par la commande publique, que ce soit pour les applications de défense ou les applications civiles. Et d'ailleurs, en Europe, c'est là où on a, je pense, la plus grande marge de manœuvre à aller chercher, c'est sur ces enjeux de défense. Puisque quand on regarde au niveau mondial, les budgets spatiaux, ils sont toujours répartis à peu près moitié-moitié entre les usages de défense et les usages civils. Là où en Europe, on se cache encore un petit peu sur ces sujets-là et on a un vrai rattrapage à effectuer puisque c'est environ 15 ou 20% des budgets nationaux qui sont attribués à la défense et le reste aux civils. Donc il faut bien évidemment garder les budgets dédiés aux applications civiles, notamment dans le positionnement, les télécommunications ou l'observation de la Terre. Mais il faut aussi qu'on soit capable d'effectuer ce rattrapage-là sur les enjeux encore plus souverains de défense et pour aller irriguer tout ce tissu industriel qui est en train de maturer et de se mettre en place, notamment avec les nouveaux entrants. Un vrai enjeu aussi que nous, on constate, c'est malgré cette souveraineté européenne et cette volonté européenne, on a quand même des nationalismes encore assez forts dans le secteur spatial, qui est par nature très souverain. Et donc ça peut avoir tendance un petit peu à démultiplier les compétences et à dispatcher un petit peu les efforts avec chaque pays qui veut être souverain et très actif sur des sous-segments, là où on pourrait mutualiser un petit peu les efforts. Le segment des lanceurs est un très bon exemple de ce point de vue-là. Tu parles de mutualisation. Alors, derrière, il y a toujours ce mot, alors à la fois un peu tabou, mais aussi inhérent à tous les cycles économiques, qui est la consolidation. Toi, en tant qu'investisseur, comment est-ce que tu vois ce processus ? Est-ce qu'il est déjà à l'œuvre ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois arriver dans les années à venir ou dans les mois à venir ? Comment est-ce que tu positionnes le New Space par rapport à cette consolidation ? Alors, cette consolidation, elle est essentielle. Elle va arriver et elle est effectivement une étape naturelle dans tout ce nouvel écosystème d'innovation dans le spatial et de création de sociétés. Il y a énormément de sociétés qui vont être amenées à se rapprocher ou à racheter des concurrents ou des fournisseurs ou même des clients. Donc ça, c'est un sujet qui va arriver dans les prochaines années pour sûr. Quand on regarde aujourd'hui les différents sous-segments du spatial, par exemple les lanceurs, les services en orbite, l'observation de la Terre, la propulsion, la fabrication de satellites, la communication, etc., on voit bien que dans chacun de ces sous-segments, on retrouve au moins 4, 5, 6 sociétés en Europe du New Space qui ont effectué plusieurs levées de fonds, qui ont levé donc plusieurs dizaines de millions d'euros, qui ont atteint une certaine taille, qui ont une certaine assise, qui commencent à avoir des technologies validées, des clients, etc. Même si elles ne sont pas encore tout à fait matures et qu'elles doivent atteindre la rentabilité pour la plupart d'entre elles. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs potentiels qui peuvent être acteurs qui peuvent faire partie de ces consolidations. Et donc l'enjeu, ça va être vraiment dans les prochaines années de stimuler ces mouvements de consolidation pour créer des champions européens et demain peut-être des champions globaux. Et là-dessus, il y a plusieurs raisons, je pense, qui expliquent que ces mouvements de consolidation prennent du temps. Je pense qu'il y a d'abord, pour les startups, un effet très financier qui est elles préfèrent continuer
en fait, à passer des jalons, à franchir des jalons technologiques, commerciaux, de levée de fonds pour augmenter leur valorisation tout simplement et être en position de force lorsque ces mouvements de consolidation se produiront. Il y a aussi, faut pas l'oublier, donc on reste dans le spatial qui, comme je le disais, est un secteur encore très drivé par la commande publique, qui vend des produits et des services complexes, donc on reste sur des cycles commerciaux assez longs. Et donc la dynamique commerciale de ces startups, elles sont structurellement assez longues, ces dynamiques commerciales, et donc forcément ça ralentit tout ce mouvement de consolidation et de montée en maturité. Et puis enfin, on a aussi sur des startups et des sociétés peu matures, où historiquement dans l'aéronautique, le spatial, la défense, toutes les consolidations qu'on a pu voir par plutôt des gros industriels ou des ETI ou des PME, ça s'est fait plutôt sous un angle très technique, où on regardait les synergies au niveau des technologies, au niveau des sous-systèmes ou des systèmes. Là, on est sur des startups qui ont encore beaucoup de choses à développer. Donc, ces synergies, ces rapprochements, ils se produiront beaucoup aussi sur le fit humain. Et donc, ça, c'est aussi un élément très important sur lequel on n'a pas forcément d'assises et d'appui. Et donc, on doit être capable parfois de se rapprocher d'un point de vue aussi humain et de trouver un fit avec les équipes. Et ça, c'est pas toujours évident. Tu mentionnais la constitution de champions européens. Alors effectivement, c'est vrai que l'Europe, c'est un énorme marché, notamment spatial. Il y a beaucoup de débouchés, mais ça suffit pas. Forcément, il y a tout un volet à l'export et typiquement, on pense au marché américain. Dans le portefeuille des sociétés que tu accompagnes et puis plus généralement dans ton expérience d'investisseur, comment est-ce que tu vois ce sujet, notamment américain? Comment est-ce que les New Space et les entreprises du secteur spatial en général abordent-elles l'export et notamment l'export vers les États-Unis? Alors, sur l'export envers les États-Unis, c'est un vrai sujet puisque effectivement, le gros du marché reste encore là-bas aujourd'hui, en tout cas le marché occidental potentiellement ouvert si on met de côté des pays comme la Chine ou la Russie. Mais en tout cas, effectivement, les États-Unis, l'ordre de grandeur, c'est de 1 à 10, que ce soit au niveau des budgets, et aussi au niveau des levées de fonds, puisque quand on regarde, on voit toujours des chiffres énormes de levées de fonds des startups spatiales américaines, ça peut faire un peu peur. Faut pas oublier que il y a toujours de l'inflation là-bas sur les levées de fonds, les frais sont plus élevés, les salaires sont aussi beaucoup plus élevés, et puis les marchés en face, les débouchés et les contrats potentiels que ces startups pourront obtenir sont beaucoup plus importants, parce que les budgets sont là, parce que la NASA a du financement, parce que le DoD a du financement, et donc faut pas l'oublier. Donc c'est un gros marché, effectivement. Les startups européennes, elles ont vocation un jour à aller aux États-Unis, à proposer leurs produits et leurs services aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des compétences qu'on n'a qu'en Europe, ou qui sont en tout cas très compétitives d'un point de vue technologique, avec ce que les États-Unis sont capables de faire. On est très efficace au niveau des capitaux également levés, donc avec 20 millions d'euros par exemple en Europe, on peut faire des choses qu'une start-up américaine avec 20 ou même 30 millions de dollars n'est pas capable de développer. Donc ça, on a vraiment un avantage compétitif aussi sur certains sous-segments. Je pense notamment à l'observation de la Terre, on est vraiment excellent en Europe avec toute l'historique et toute l'expérience de nos agences et de l'ESA et du tissu industriel. Et donc il faut aller aux États-Unis à un moment. Il faut regarder ce marché. Après, il faut aussi y aller au bon moment et avec des moyens. Donc c'est pour ça qu'aller aux États-Unis avant d'avoir fait une grosse série A, ça me semble pas aujourd'hui être réaliste. Alors à chaque fois, toutes les situations sont possibles, mais ça peut vraiment être intéressant pour une startup qui a les moyens de mettre plusieurs millions d'euros sur la table pour monter une première équipe, ouvrir un bureau là-bas, puisqu'il faut avoir un bureau là-bas pour dealer avec notamment que ce soit les pouvoirs publics américains, mais aussi les industriels ou les sociétés. Même elles demandent d'avoir un emplacement et un bureau aux États-Unis. Et donc, il faut avoir des moyens conséquents pour quand même ouvrir un bureau, recruter une équipe là-bas. Mais c'est effectivement, si jamais on arrive à y aller au bon moment, sur le bon marché et à trouver les bons partenaires, puisqu'il faut forcément se mettre dans la roue d'un partenaire industriel là-bas, ça peut être game changer pour une boîte. Ouais. Donc les États-Unis, marché indispensable, mais marché qui se prépare et marché qui n'est pas bon marché. Il faut avoir une certaine assise financière. Est-ce qu'il y a d'autres marchés à l'export qui, à ton avis, sont particulièrement intéressants pour les New Space et le space européen ? Alors, il y a effectivement d'autres marchés et d'autres géographies qui sont intéressantes et que nous, on regarde aussi chez Space Founders. Ce sont des pays qui vont regrouper plusieurs caractéristiques, à la fois des pays plutôt alliés avec l'Europe, évidemment, puisqu'on est sur des sujets sensibles,
Ce sont des pays dans lesquels il y a une volonté d'investir dans le secteur spatial et il y a des moyens mis par les pouvoirs publics sur la table sur ces sujets-là. Et ce sont aussi des pays qui, idéalement, ont une première industrie dans l'aéronautique, le spatial, la défense, et quelques premiers champions locaux, même à leur échelle, mais qui existent et avec déjà une première supply chain et des premiers services développés. Donc, quand on regarde un petit peu dans le monde, on va retrouver deux zones principales. La première, c'est le Middle East, avec des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis qui sont assez actifs sur ces sujets-là. La situation actuelle, je pense, va les pousser vers de plus en plus de souveraineté pour pouvoir être capable d'affronter des soubresauts géopolitiques. Et donc ça, c'est une première zone intéressante. Et c'est aussi des pays qui ont des moyens. Donc ça, si on arrive à bien les pénétrer, ça peut être très intéressant. Ce sont aussi des pays qui demandent généralement aux startups qui veulent s'y développer d'implanter une activité. Donc ça peut être une usine, ça peut être du développement technologique, ça peut être une force commerciale, mais en tout cas, eux, ils sont très preneurs justement d'avoir un certain transfert de technologie et de compétences, comme c'est généralement le cas dans l'industrie de la défense. Et puis ensuite, on va avoir une autre grosse zone géographique qui est l'Asie, avec l'Inde, qui est évidemment un pays historiquement très présent dans le spatial, très très bon dans tout ce qui est lanceur, exploration, et qui continue à mettre du moyen sur la table et qui bénéficie en plus d'un écosystème d'innovation et de start-up assez dynamique. Donc ça, c'est une géographie qu'on regarde aussi et qui peut être intéressante pour des startups européennes. Je pense par exemple récemment à Aldoria ou à Skynopi, qui sont des startups de notre portefeuille française qui ont fait des affaires en Inde récemment. Et puis, on va avoir aussi des pays plutôt d'Asie du Sud-Est avec donc la Corée du Sud ou le Japon, où là aussi, on a une industrie spatiale existante, on a un écosystème d'innovation assez dynamique et on a des plans publics d'investissement dans ces segments-là. Et il y a eu récemment une grosse séquence, notamment franco-japonaise et coréenne, sur ces sujets-là. Et est-ce que sur des marchés un petit peu plus prospectifs, est-ce qu'il y a aussi des entreprises qui se manifestent? On pense par exemple à l'Afrique, on sait qu'il y a eu pas mal de manifestations récemment. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore en cours de développement, ou est-ce qu'il y a déjà des initiatives concrètes pour vendre des solutions, en tout cas pour équiper le continent? Oui, tout à fait. Donc sur un continent comme l'Afrique, on va avoir beaucoup de besoins sur tout ce qui est notamment surveillance de l'environnement, surveillance de l'agriculture, tous les services liés à l'exploitation des sols et des terres arables, surveillance de l'environnement évidemment, surveillance de l'urbanisation aussi. Donc là, on a des services à proposer. Ça reste des cycles commerciaux assez longs. Donc il faut y aller là encore avec un relais et une opportunité clairement identifiée. Il faut aussi choisir le bon endroit où s'implanter en Afrique, et on peut cibler des pays un peu dynamiques et qui sont un peu plus plaque tournante que d'autres. Je pense par exemple au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, au Kenya, en Afrique de l'Est, qui est un peu un hub, l'Afrique du Sud également, où il y a aussi quelques sociétés spatiales, et puis l'Égypte, où a notamment été inaugurée l'année dernière l'agence spatiale africaine. Donc il faut cibler, je pense, un peu ces pays-là. Et effectivement, je pense qu'il y a des contrats à aller chercher. Aujourd'hui, ils sont quand même assez peu présents. En tout cas, on n'en entend pas encore beaucoup parler. Mais il y a de fortes chances que ça augmente. Si on revient un peu sur le métier d'investisseur et sur les levées de fonds que cherchent justement ces sociétés du New Space, mais aussi les sociétés du Space en général, toi, de ton expérience et par rapport aussi à vous, ce que vous voyez chez Space Founders, quels sont les points de handicap, ou en tout cas les points négatifs qui peuvent pénaliser les entreprises quand elles sont justement en recherche de fonds? Alors il y a plusieurs, on appelle ça des red flags dans le milieu de l'investissement. Il y a plusieurs red flags qui font que les fonds peuvent assez vite refermer le dossier. J'en vois, il y en a plusieurs, je peux en citer trois peut-être principaux. Le premier, c'est un fondateur qui n'est pas à 100% sur le projet, ou qui veut lever des fonds en disant « je suis en train de créer la boîte, mais je suis pas encore très clair, j'ai pas encore trouvé mon autre associé, etc. » Il faut être 100% dédié au projet, il faut avoir les associés en place, l'équipe fondatrice en place, et être prêt à appuyer sur le bouton et à y aller à fond 300% de son temps. Donc ça, c'est le premier red flag qui pourrait apparaître. Le second, ce sont des détails de forme, où en fait on peut voir parfois des entrepreneurs qui se présentent devant les fonds avec un deck un peu approximatif, en étant un peu long sur les réponses,
Il faut savoir que les fonds reçoivent énormément de dossiers, donc il faut arriver prêt avec des données, une data room très carrée, très prête. Donc ça, c'est aussi un red flag qui fait qu'on peut se détourner de dossiers. Et ensuite, le troisième red flag, je pense, qui est d'autant plus vrai dans le secteur spatial et qu'on peut voir sur certains dossiers, c'est certains projets qui sont uniquement drivés par une technologie. C'est-à-dire que l'entrepreneur, qui est souvent un ingénieur, va avoir une compétence très forte, une expertise très forte sur un certain type de technologie et va essayer de décliner plusieurs applications en partant de cette technologie-là, mais sans vraiment aller vérifier s'il y a un véritable besoin client derrière. Et ça, on voit beaucoup de projets où on sent assez vite que tout le projet repose sur un brevet ou une façon de construire un système, un sous-système, un design un peu particulier, mais qui n'apporte uniquement une innovation incrémentale ou une petite modification de performance, mais qui ne suffit pas à ouvrir un marché et à créer un business. Donc, à contrario, tu me vois venir, quels sont pour vous ces green flags, ou en tout cas des signaux d'intérêt forts qui font qu'il peut y avoir une décision d'investissement qui soit caractérisée? Alors, c'est une bonne question aussi, surtout en amorçage où on a assez peu de matière à se mettre sous la dent, hein. La société est encore très jeune, ça se repose beaucoup évidemment sur l'équipe. Dans tous les cas, nous, ce qu'on observe aujourd'hui sur le marché des startups qui ont levé, on va dire, plus de 50 ou plus de 100 millions en Europe, il y a quelques points communs. J'en vois deux principaux. Le premier, c'est qu'à chaque fois, ce sont des projets qui sont portés par des entrepreneurs qui ont une vision et une ambition très forte et très long terme. Et ça, c'est très important pour embarquer des investisseurs qui, par nature, vont constituer un portefeuille de projets, un portefeuille de sociétés, et qui vont miser sur, par exemple, une vingtaine ou une trentaine, mais qui vont faire la performance de leur fonds uniquement avec 1, 2 ou 3 projets qui vont véritablement exploser. Donc, il faut montrer à l'investisseur que, potentiellement, votre vision et votre ambition, elle va vous amener un jour à atteindre des sommets et à générer un très gros retour sur investissement pour l'investisseur qui vous fera confiance. Et ensuite, le second point commun qu'on voit dans tous ces projets-là, c'est à chaque fois une capacité d'exécution parfaite. C'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs et des équipes qui se structurent, des entrepreneurs qui s'entourent de personnes qui vont être capables d'exécuter à chaque fois le plus parfaitement possible leur feuille de route, qui vont aller vite. Et ça, on n'insiste jamais assez sur la célérité qui est nécessaire à une campagne de levée de fonds, à une dynamique de start-up. Et parfois, il y a un peu de prophétie autoréalisatrice aussi, qui font que plus on arrive à rapidement avoir un premier contrat, en fait, c'est peut-être mieux d'avoir très rapidement un contrat que d'en avoir 2 ou 3 en 2 ou 3 ans. Parce que c'est ce contrat très rapide qui va créer une dynamique, qui va créer de l'intérêt chez les investisseurs et qui va vous peut-être permettre d'aller à la levée de fonds game changers, c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions d'euros, donc une série A ou une série B, et qui là va vous permettre vraiment d'accélérer et de vous installer dans le paysage. Donc, aller vite, exécuter parfaitement et avoir une vision et une ambition très forte. Donc là, on est plutôt dans la phase d'amorçage et de démarrage finalement des activités de la start-up. On voit aussi pas mal de sociétés donc du New Space au niveau européen avoir une certaine maturité maintenant. Il y a quand même une première vague qui devient maintenant un petit peu plus mature. On ne parle plus de série A, mais on est dans des séries B, voire certains pour des séries C. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à ces sociétés-là qui ont gagné une certaine maturité, mais qui ont encore besoin de fonds pour aller plus loin dans leur projet? Je leur conseillerais de faire en sorte, dans leur choix stratégique et dans leur communication, de se positionner comme étant le champion incontestable européen sur leur sous-segment. Et ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Mais le premier moyen, je pense que ça reste de s'européaniser. On revient à notre discussion du début. Donc là, il y a plusieurs moyens. Ça peut être de multiplier les clients, notamment publics, auprès de plusieurs États européens. Ça peut être également de racheter des sociétés européennes. Donc là, on voit par exemple récemment une société du portefeuille de Space Founders qui s'appelle Infinite Orbit, qui propose donc des services en orbite, qui a fait plusieurs mouvements d'acquisition, donc une société française historiquement, et qui a acheté une société luxembourgeoise et une société britannique. Donc ça montre que c'est une société qui va être capable de prendre une place unique en Europe sur ces marchés-là. Et puis, il y a une autre option qui est aussi d'accueillir des investisseurs d'autres pays européens que de son pays d'origine. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à construire un modèle de tissu industriel véritablement européen et interconnecté,
c'est en croisant justement ces liens capitalistiques. Et récemment, il y a eu un investissement assez conséquent, une levée de fonds assez conséquente réalisée par ICEYE, la société d'observation de la Terre finlandaise, à laquelle la BPI a participé avec un montant non négligeable. Et ça, je pense que c'est typiquement la bonne direction vers laquelle il faudrait aller pour construire des champions européens qui prennent cette assise-là et qui deviennent le leader pour ensuite s'exporter dans le monde et notamment aller aux États-Unis avec les reins solides. Si on parle des segments, parce que c'est vrai que le spatial, c'est un secteur qui est très diversifié, quels sont selon toi, de ton observation, les segments qui surperforment ou qui en tout cas ont un intérêt particulièrement vif de la part des investisseurs? Est-ce que d'ailleurs ça existe? Est-ce qu'il y a déjà des segments qui sont particulièrement intéressants pour les investisseurs? Ou est-ce qu'à l'inverse, tout peut être intéressant à fonction que l'on respecte les critères que tu énonçais tout à l'heure? Je pense que les segments qui justement sont les plus propices à susciter de l'intérêt, c'est ceux qui sont aussi les plus propices à déployer une vision très forte devant un marché très grand. Donc il y a évidemment aujourd'hui, on va dire, 3 gros marchés qui sont regardés de très près des investisseurs. Le premier, c'est évidemment le marché de la défense. Et là-dessus, le spatial, tout un peu la dynamique autour de l'investissement dans le spatial qui a commencé au début des années 2020, a bénéficié aussi beaucoup de la nouvelle dynamique depuis les années plutôt 2023-2024 autour de l'investissement dans la défense. Donc ça, c'est évidemment un positionnement de marché qui est intéressant pour les investisseurs. Le second, c'est le marché des télécommunications, qui reste aujourd'hui un des gros marchés historiques du spatial, même s'il est très compétitif et qu'il est très compliqué d'y déployer véritablement une infrastructure, parce qu'on parle directement en centaines de millions d'euros pour financer une constellation de télécom digne de ce nom. Et puis enfin, il y a un troisième marché que les investisseurs regardent beaucoup également, toujours dans le downstream, dans les applications, qui est l'observation de la Terre. Même si là, donc c'est un marché qui est très lié à la défense, et si on peine encore à voir de vrais cas d'usage civils ou commerciaux sur ces nouvelles constellations d'observation de la Terre, on voit des cas d'usage apparaître et on voit des quick wins et des sociétés qui arrivent à engranger des contrats sur le marché commercial, mais ça reste encore à démontrer le potentiel du marché de l'observation de la Terre qui reste beaucoup civil et défense. Bien Quentin, il me reste à te remercier pour ta vision et puis pour ces conseils que tu as pu prodiguer. Merci encore d'avoir participé à notre épisode. Et puis à très bientôt. Merci Nouman de m'avoir invité. À très bientôt.